Bon, allez, on va pouvoir commencer. Alors, je vais peut-être me mettre comme ça pour regarder au fur et à mesure les slides qui défilent. Vous pouvez vous mettre ici sur les fauteuils, là. Alors ce matin, nous sommes là pour 1 heure pour échanger ensemble, si on a le temps d'échanger, et je l'espère, parce que j'imagine que si vous êtes là, c'est que vous avez un certain nombre de questions concernant ce sujet qui s'appelle le burn-out. Pour présenter cet échange, moi j'ai prévu de vous faire un petit topo, mais alors pas de théorie, parce que je ne suis pas là pour faire la conférencière qui vous fait un cours sur un sujet que sans doute les uns et les autres commencent à connaître un peu. Mais on va reprendre quand même peut-être avant de préparer avant d'échanger, une petite présentation avec quelques petits rappels. Et ça me permettra de vous dire pourquoi je suis là devant vous pour vous en parler. Alors, j'ai prévu à peu près un quart d'heure, pas plus, de rappel de quelques éléments essentiels concernant ce qu'on appelle le burn-out, qui est, eh bien, comme vous le savez, un syndrome d'épuisement professionnel qui se manifeste par plusieurs choses. Un sentiment de fatigue physique intense, émotionnelle, d'impuissance et de désillusion face au travail, avec une diminution de l'accomplissement professionnel. En général, ça survient. Alors nous, on parle ici de burn-out professionnel uniquement. Moi, je parle ici au nom d'une structure qui est le CIBC, vous connaissez le CIBC, dont le métier est l'accompagnement professionnel. Donc on va parler principalement, il y a plein de burn-out différents, familial, personnel, mais on est ici dans un contexte pro. Alors, le burn-out, il a des causes et des effets. Côté cause, on va retrouver des organisations de travail de plus en plus complexes, avec des demandes qui sont de plus en plus contradictoires. On n'arrive pas à faire face parce que, d'une part, il y a une exposition continue aux exigences du travail qui vont s'intensifiant et qui vont être génératrices de tensions qui vont se manifester à différents niveaux de notre économie globale, en tant qu'individu, physique, psychique et cognitive, qui sont génératrices d'épuisement. À la base, il y a toujours une importante charge de travail. On ne fait pas un burn-out parce qu'on a le temps de faire les choses dans l'ordre qu'on voudrait et selon le rythme qui nous convient. Mais face à cette importante charge de travail, on a un manque de ressources pour y faire face. Et c'est dans le décalage entre la charge excessive et le manque de moyens pour y faire face qu'il se passe un constat de manque de ressources, manque de soutien, et donc on va se fragiliser. Et puis bien sûr, il y a aussi des facteurs individuels. Ça n'arrive pas non plus tout à fait à n'importe qui, les burn-out. Alors, je prends mon petit pense-bête, parce que je n'ai pas tout dans la tête. Et puis, je n'ai pas tout à fait non plus, pour être tout à fait honnête, l'habitude de parler devant autant de personnes. Donc, c'est un tout petit peu intimidant. Donc, je prends mes notes. Voilà. Parmi les facteurs individuels, on en note un certain nombre que pratiquement je retrouve à chaque fois dans toutes les personnes, chez toutes les personnes que je reçois ou que j'accompagne. Un fort engagement individuel au travail. Des exigences élevées vis-à-vis de soi-même et des autres parfois, mais beaucoup vis-à-vis de soi-même.
parfois et assez souvent une difficulté ou une impossibilité de déléguer. Une forte attente de reconnaissance. Et puis le fait qu'il y a des aspirations élevées, avec une tendance à placer le travail au centre de sa vie. Voilà, plus une tendance qui va s'accroître de plus en plus, de négliger les occasions de détente extra-professionnelle. Donc de repos, donc de vie extra-professionnelle, etc. Tant le travail est au centre. Ça vous parle ? Levez la main les personnes qui se reconnaissent dans mon tableau. Ok, je ne me suis pas trop trompée. Mais on est au stade du burn-out là déjà. C'est juste la question que je me pose. Si vous êtes là, vous n'êtes pas dans votre canapé, vous n'êtes pas au fond de votre lit, hein, vous êtes là, vous avez le sourire, vous êtes maquillé, vous êtes peut-être pas encore. Je plaisante. Ou peut-être que parmi vous, il y a des personnes qui ont connu l'épisode du burn-out et qui sont remontées. Ou peut-être qu'il y a aussi des personnes qui s'intéressent à comment aider les personnes autour de soi, dans le travail, qui sont gagnées par ce syndrome. Est-ce que parmi vous, il y a des RH ? Non, pas RH. Vous avez... Non, finalement, vous n'êtes pas RH. Vous n'avez pas vu derrière vous, il y en a plein qui ont levé la main. Hein. Vous n'êtes pas toute seule. Voilà. Alors, côté effet. Eh bien, côté effet, c'est les conséquences physiques, psychologiques et comportementales. Ça donne quoi ? Ça donne souvent une fatigue qui s'installe, qui va devenir de plus en plus importante, chronique, persistante, allant jusqu'à un épuisement complet. On a des signes avant-coureurs, hein, j'en parlerai après. On a peut-être des troubles du sommeil, c'est la première chose qui commence à être atteinte quand on commence à être épuisé, c'est que aussi ça mouline dans la tête et ça ne s'arrête jamais. Donc on ne dort pas bien la nuit, on est inquiet, on a du souci, on s'angoisse. On peut avoir des troubles somatiques qui peuvent générer une baisse des défenses immunitaires. Alors, on va tomber malade peut-être, hein, ou avec des comment dirais-je, des troubles un peu récurrents. Voilà. On a assez souvent des symptômes qui sont dépressifs, liés à de l'anxiété, parfois chez certains avec des conduites addictives associées. Pourquoi ? Parce qu'il faut tenir, donc on boit, donc on fume, on prend du tabac, on prend éventuellement autre chose, on boit éventuellement un peu plus, etc. Et puis on prend des médicaments aussi, hein, des médicaments pour dormir, des médicaments pour réveiller. Bref, problématique par la suite. Ça va avoir un effet sur les relations interindividuelles, ça va dégrader les bonnes relations de travail, qui des fois ne sont pas tellement au top par ailleurs. Hein, les ambiances dégradées de travail vont avoir des effets souvent générateurs, hein, d'épuisement professionnel pour certains. Et donc, in fine, des baisses de performance au travail. Donc après, c'est un peu le cercle vicieux. Il faut que je m'en sorte, il faut que j'y arrive, je suis moins performant, donc il faut que j'accentue mon effort, donc je vais bosser plus, etc., etc. Ça vous parle ? Bon, alors après, il y a ce qu'on appelle le processus du burn-out. En fait, dans le burn-out, il y a 3 temps. Il y a 3 temps. Le temps qu'on appelle le temps de décrochage. Alors, je pense que les gens qui sont très au fond ne doivent pas bien voir, mais donc le temps du décrochage, c'est la descente. Et donc la descente, elle est en général traversée de phases d'alerte.
j'ai mal au dos, je suis fatiguée, j'oublie des choses, par exemple. Et ces phases d'alerte, elles sont plus ou moins entendues. En général, on les voit, mais on ne les écoute pas trop. Ce qu'on appelle le déni de la réalité. Je suis juste fatiguée, c'est passager. Les vacances arrivent, je vais me reposer. Jusqu'à ce que il se passe ce qui doit se passer, pour certains, l'arrêt de travail. Ça arrive généralement à un moment où il y a une goutte d'eau qui va faire déborder le vase, et puis ça va avoir des manifestations parfois assez importantes. C'est-à-dire, par exemple, on n'arrive pas à se lever le matin. Voilà, on ne peut pas sortir de son lit. Ou on s'écroule à l'entrée de la réunion, tout d'un coup, flouf, syncope, crise de panique. Et là, généralement, c'est tout de suite le médecin, et le médecin dit c'est tout de suite l'arrêt. On arrête tout. C'est la mise au repos, c'est la mise en retrait. C'est la mise en sécurité de la personne qui commence à filer du mauvais coton. Voilà. Et après, il y a la phase de soins, bien évidemment, qui peut être plus ou moins longue, avant de commencer à amorcer la troisième phase, qui est la phase de la reconstruction. Il y a un petit schéma qui suit, qui vous montre ça. Les phases d'alerte. Alors, une phase de décrochage, elle peut durer. Ça peut durer sur des mois, parfois même des années. Voilà. Et puis après, il y a les temps de la reconstruction. Donc, il y a des temps et il y a des paliers. Et il faut les traverser l'une après l'autre, les passer l'une après l'autre. On ne peut pas sauter des étapes. D'abord, on est en retrait, c'est le repos. Je me soigne. Le retrait, c'est l'espace du soin, c'est un espace médical et de prise en charge psychothérapeutique pour certaines personnes. C'est là qu'on va retrouver, qu'on va être orienté peut-être vers un hôpital de jour. Peut-être certains connaissent des structures comme Psypro, par exemple. Donc c'est le métier d'accompagner pendant 1 an parfois pour certaines personnes dans un processus de soins. Et puis après, il y a un temps qui s'appelle aussi le temps du restockage. C'est un temps qu'on prend pour soi, pour se ressourcer, pour se retrouver, pour se faire du bien avec des activités de développement personnel, par exemple. Alors, je vous cite des choses qui sont liées à des choses que les gens pratiquent assez souvent, la méditation, le yoga, la relaxation, les balades en nature, etc., etc. Tout ce qui va permettre de retrouver son énergie. Parce que n'oubliez pas qu'un burn-out, quand on arrive là, en bas, les batteries sont à plat. Voilà. Donc, ça va prendre du temps de recharger les batteries et il faut tout ce temps-là. Après, troisième étape, il y a ce qu'on appelle le temps de la réflexion. Alors là, ça y est, ça va mieux, je commence à avoir envie de réfléchir à ce que je vais faire. J'ai été en arrêt de travail, finalement, qu'est-ce que je pourrais faire d'autre ? J'ai envie de changer. Est-ce que j'y retourne ? Est-ce que j'y retourne pas ? Si j'y retourne, c'est comment ? Et c'est pourquoi faire ? Et est-ce que je vais être accompagnée dans mon retour ? Pas si simple, c'est pour ça que je m'adresse aussi au RH. Parce que ça s'organise en retour, en activité. Et après, temps de l'action, c'est je mets en place mon projet, je bouge, j'agis, je rencontre des gens, je fais des enquêtes métiers, je fais des démarches de réseau, je me mobilise, je fais des recherches d'emploi éventuellement, et après je retourne travailler. Et comme vous le voyez, le temps la ligne de la reconstruction, elle est plus longue que la ligne du décrochage. Ça va plus vite le décrochage, la reconstruction c'est plus lent. Et en général, on dit qu'il faut 2 fois plus de temps pour se reconstruire que pour se démolir. Donc, ça questionne. Je suis encore dans mes temps là ou pas ?
Quelle heure il est? 10h30. Ok, ça va. Alors, pourquoi en gros c'est le CIBC qui vous parle aujourd'hui? Eh bien, c'est parce que le burn-out, c'est invité, notre métier, c'est l'accompagnement professionnel et le bilan de compétences. Bilan de compétences qui est fait pour aider les personnes à réfléchir sur elles-mêmes et leurs projets professionnels, avec quelquefois l'idée d'un changement, d'une reconversion, d'une réorientation. Mais depuis bien une dizaine d'années, le burn-out s'est invité dans nos bilans de compétences. Donc on s'est dit qu'il fallait bien qu'on fasse quelque chose. Et donc qu'on ajuste et qu'on adapte nos accompagnements. Parce que ça demande du soin, un accompagnement professionnel spécifique dans les cas où les personnes ont été extrêmement malmenées par le travail. Voilà, donc une réalité quotidienne dans nos accompagnements. Parallèlement, oui, ça veut dire aussi des besoins de plus en plus importants. Si vous êtes là aussi nombreux aujourd'hui, c'est bien que c'est un phénomène quand même un peu de société. On a une méthodologie outillée avec des outils spécifiques. Je vais vous en parler après. Et puis la finalité, comme c'est marqué, une finalité et une méthodologie proche du bilan de compétences, mais sans en être tout à fait. Je poursuis. Bon. Je poursuis. Alors, nous, ce qu'on propose, c'est un accompagnement qui se fait en plusieurs étapes spécifiques, sur une amplitude qui est longue. 3 grandes étapes, je vais vous les présenter, avec une durée qui est à peu près équivalente, de rendez-vous à peu près équivalente au temps qu'on accorde aux personnes dans le cadre des bilans de compétences, mais une construction adaptative avec des outils spécifiques. Alors, les 3 grandes étapes sont celles-ci. La première, il faut faire un diagnostic de situation assez poussé, assez précis, parce qu'il va falloir analyser les raisons qui ont fait qu'on en est là aujourd'hui. C'est parti de quoi? Quels ont été les facteurs pour chacun? On va explorer les étapes du burn-out en se situant sur l'échelle de reconstruction. Où est-ce qu'on en est? Ce qui est très important aussi, c'est de se dire, est-ce que c'est le bon moment? Est-ce que j'ai l'énergie pour? Est-ce que je suis prête à réfléchir? Ou est-ce que j'en suis pas encore là? De pouvoir réfléchir. Réfléchir à ce qui s'est passé dans les étapes nécessite de se pencher sur sa réalité de travail, ce qu'on a vécu tous ces derniers temps. Donc ça veut dire aussi de pouvoir émotionnellement mettre sa tête là-dessus. On a des personnes, peut-être que vous en connaissez, qui n'arrivent pas encore à repasser dans la rue de leur entreprise, qui vont éviter, parce que ça génère des angoisses énormes. Donc, ça veut dire aussi que c'est très difficile de parler boulot. Voilà. Donc, quelquefois, c'est compliqué. On va prendre le temps de travailler autre chose avant de commencer à parler boulot, c'est-à-dire où sont mes compétences. Alors, je poursuis. Ça, c'est la partie accompagnement qui nous intéresse. Il y a plusieurs objectifs. Quand on fait un burn-out, on a perdu un peu ses repères, on a perdu la confiance en soi, on a perdu un peu son identité professionnelle. En gros, on ne sait plus tellement où on est. Et donc, l'un des objectifs va être d'aider la personne à reconstruire son identité professionnelle. On le fait à partir de 2 approches complémentaires l'une de l'autre. Un travail sur les valeurs, un travail sur les forces et un travail sur les ressources de la personne. Bon, c'est assez psychologique, tout ce travail-là. On va réinterroger le sens du travail, parce que la question du sens, c'est la question centrale. Ce que j'ai fait jusqu'ici les derniers temps, ça n'avait absolument aucun sens. Aux 2 sens du terme, direction et signification.
Direction, c'est, on ne sait pas comment on s'organise, tellement il y en a de tous les côtés, donc on ne connaît pas le cap, la direction, etc. On n'y arrive pas. Et puis pour l'avenir, il va falloir retrouver un nouveau cap pour se diriger vers quelque chose qui a du sens pour la personne. Et puis après, il va falloir aider la personne à valoriser des ressources, c'est-à-dire retrouver des ressources pour les mettre dans un nouveau projet, pour pouvoir se projeter, regarder devant et se mettre en action. Après, il y a plusieurs cas de figure. Après un burn-out, plusieurs possibilités, 2 possibilités. Je retourne au travail dans mon entreprise, dans mon poste, ou dans mon entreprise, dans un autre poste, dans le cadre d'une mobilité interne. Ce qui veut dire que là, après, il faut voir comment le management, l'encadrement, la direction a pris aussi la mesure de ce qui s'était passé. Et est-ce qu'elle est prête à aider quelqu'un dans ce retour-là? Parce que si on retourne exactement dans la même configuration que précédemment, le risque est évident, on va très vite repartir en arrêt. Si rien ne change, ça ne va pas forcément mieux se passer. On ne croit pas à la magie non plus dans notre boulot. S'il y a des choses à changer, il faut bien que quelqu'un soit actif sur les changements. Donc, qui doit être actif pour changer quoi? Quels paramètres on doit changer? Donc, le travail sur soi permet aussi de changer intérieurement certaines choses. Par exemple, le rapport au travail. Par exemple, le rapport à son organisation. Par exemple, le rapport à ses limites. Par exemple, apprendre à dire non, apprendre à fixer ses limites, apprendre à s'arrêter au bon moment, apprendre à communiquer sur des alertes, apprendre à s'opposer. Au lieu de prendre tout, de dire oui tout le temps. Des fois, on n'a pas le choix. C'est justement parce que on n'a pas le choix qu'on ne sait pas. Si on est tout seul à porter le projet, clairement, si on ne peut pas déléguer, on ne peut pas déléguer, quoi. Bon. Ça vous parle? Alors, rapidement, rapidement, c'est un peu dommage, mais bon. Rapidement, les outils à mobiliser sont de 3 ordres. D'un côté, je vous disais, pour reconstruire son... qu'est-ce qu'il y a après? Hop, très bien. Pour reconstruire le sens et redéfinir ses priorités, on va travailler d'un côté sur ses valeurs, de l'autre sur ses forces de caractère. Les valeurs, c'est quoi? Les valeurs, ce sont les directions qui donnent du sens à notre vie. Elles ont été égarées lors de l'expérience du burn-out, il s'agit de les retrouver. Les retrouver s'avère un puissant levier de reconstruction, permettent de réinterroger le sens au travail, permettent de définir de nouvelles sources de motivation, permettent aussi de rééquilibrer la relation entre le travail et la vie personnelle, la vie privée. Remettre un espace personnel, encore faire de la place, se faire de la place à soi aussi, dans son économie personnelle et familiale, etc. Ça impacte tout le monde quand on fait un burn-out, la famille au premier chef. Qu'est-ce que j'avais à dire de plus sur les valeurs qui étaient intéressantes? Bon, allez, passons. Les forces de caractère. C'est ce qu'on appelle... C'est ce qu'on appelle un petit peu les valeurs en action. Autrement dit, ce sont plutôt nos talents, nos qualités, nos capacités personnelles. Ça sera beaucoup plus en lien avec les qualités. La créativité, le courage, la gentillesse, l'équité, le travail d'équipe, etc., qui sont autant de caractéristiques qu'on a en nous, qu'on va définir de manière à voir comment on peut les valoriser davantage par la suite.
en faisant le lien avec la direction qu'on aura envie de prendre. Alors ça, c'est un travail qui prend du temps, hein, de décliner les valeurs en plan d'action, de décliner les forces en plan d'action aussi. L'accompagnement qu'on propose est assez plutôt opérationnel, c'est-à-dire qu'on fait des choses. Voilà. Pour finir, puisque je pense que là, le dernier prisme, c'est quand même les compétences et les ressources. Il s'agit aussi de retrouver ces savoir-faire pour voir quels sont ceux qu'on va pouvoir mobiliser, renforcer, utiliser, qui sont nos acquis, c'est notre bagage professionnel. Travailler sur ces compétences, ça nécessite de se pencher sur ces réalisations professionnelles du passé. Parce qu'on a fait des belles choses. Voilà. Mais quand on fait un burn-out, on a un peu l'impression, on a un peu envie de jeter tout le bébé avec l'eau du bain. Voilà. Hein, tout est teinté de négativité. Parce que les dernières expériences font écran à toutes les expériences précédentes. Et on est beaucoup dans le regret. Voilà. Donc l'idée, c'est pas de faire regretter les gens, l'idée, c'est de leur permettre d'aller chercher des réalisations probantes, marquantes, positives, dans lesquelles elles ont su très bien réussir, et comment de celles-ci on peut transposer certaines vers un autre métier, un autre travail, etc. Et en même temps, on définira des contextes porteurs, c'est-à-dire quelles sont les conditions qui vont permettre que ces compétences-là, ou d'autres à développer, vont bien trouver leur place, vont être à la bonne place, vont avoir la possibilité de se déployer. Voilà. Et bien évidemment, se projeter dans un futur professionnel, ça implique aussi d'aller chercher des ressources extérieures. Des professionnels ressources pour sécuriser ces pistes professionnelles. On repart, on fait des enquêtes métiers, on rencontre, on fait des démarches de réseau, on va discuter avec les uns et les autres, et on rentre dans une phase vraiment proactive. Voilà, éventuellement on va se former. Donc on met en place tout ce qu'il faut pour construire son projet professionnel. Je crois que j'ai fini tout ce que je voulais vous dire. Voilà, au CIBC, on est une équipe de consultants formés à la méthode RPBO, qui veut dire reconstruction post-burnout, psychologue du travail, parce que, comme je vous le disais, il y a des aspects très psychologiques dans ces accompagnements-là, beaucoup plus que dans un bilan de compétences, on va dire classique. Je m'arrête. À vos questions, si vous en avez. Est-ce que c'était clair ? Une première question, monsieur. Ou une remarque, ou une suggestion. Est-ce que vous pouvez revenir sur le slide, la force de caractère, les forces de caractère? Oui. Ce qui est vraiment intéressant, Oui, bien sûr. Alors, pour un peu plus de précision, je crois, dans mes petits trucs que j'avais là sur les forces de caractère, c'est où ? Il y a l'idée que les forces de caractère, l'idée c'est de dire que chacun a des talents et des capacités et des qualités qui lui sont propres. Qui sont des prédispositions qui peuvent être cultivées. Hein ? Je donnais des exemples, mais l'ouverture d'esprit, la vitalité, l'humour, la prudence, etc., la tolérance, etc., qui sont très proches des valeurs, on est d'accord ? Hein ? Donc, on va pouvoir les retrouver dans les valeurs étant des choses qui ont du sens pour nous et vers quoi, qui donnent une direction vers laquelle on veut aller, alors que les forces de caractère, c'est ce qu'on a en nous et ce qu'on va pouvoir utiliser. On va s'appuyer dessus
Ça donne de la vitalité. Plus on utilise ses forces de caractère, plus on est soi-même, quoi. Voilà, une facilité. Donc il faut retrouver là où on a de la facilité à faire les choses. C'est très compliqué à faire quand on est tout seul. Est-ce que j'ai répondu à votre question, monsieur? Monsieur? Ça, c'est le genre d'outil que vous Oui. mettez en place. Oui. Oui, oui. Alors, sous forme de questionnaire, il existe un site qui est intéressant, que vous pouvez aller voir, qui s'appelle Via Caractère. VIA CHARACTER. Et peut-être qu'il y a un S. Il y a une traduction française. Hein. Et bien sûr, il y a plein de choses sur les forces de caractère. Y compris un questionnaire, un petit test pour trouver vos forces de caractère. C'est ouvert, c'est accessible à tous. Oui. Est-ce qu'il existe des ateliers? Alors, je ne sais pas. Nous, on n'en fait pas chez nous. Mais par contre, moi, ce que je vous invite à faire, c'est aller chercher sur le site Souffrance et Travail. Vous connaissez, certains connaissent sans doute. Il y a un site qui est très très bien fait, Souffrance et Travail. Et il y a un autre site qui est une association qui s'appelle Souffrance et Bien-être sur Lyon. Et je sais que dans cette association, il y a, en tout cas, il y a des ateliers, mais il y a des choses de type groupe de parole. Ils ont mis en place des groupes de parole super intéressants. J'ai des retours très 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 positifs des personnes qui passent par cette structure. C'est gratuit. C'est ouvert. Voilà. Donc, souffrance et travail d'un côté, souffrance et bien-être de l'autre. Oui. Quelles sont les solutions de financement pour bénéficier d'un accompagnement post-burnout? Chez nous au CIBC, nous on a mis en place, alors on fait principalement du bilan de compétences, et donc on a créé un bilan spécifique dans les bilans de compétences, un bilan burn-out qui répond à ces objectifs-là et qui va être finançable via votre CPF, qui peut être finançable par l'entreprise aussi, quand ils sont bien disposés. Dans la vraie vie, ça se voit? Ça existe dans la vraie vie? Oui, ça existe. Non, mais vous faites bien de le dire. Je rajouterais, c'est un petit peu marginal, on est bien d'accord. Quand il m'arrive, moi, d'avoir des contacts avec les entreprises via les services ressources humaines, parce qu'ils appellent au CIBC, peut-être en disant, voilà, nous, on voudrait pouvoir proposer à nos collaborateurs qui est dans une situation un petit peu particulière. Alors, pour ne rien vous cacher, il est encore en arrêt. Je voudrais savoir si on peut mettre en place quelque chose. Vous faites des bilans de compétences. J'ai vu sur votre site que vous vous intéressez au burn-out. Est-ce que vous pouvez nous proposer quelque chose? Voilà. Et là, on va dire oui, bien sûr, évidemment, à condition que le collaborateur soit OK pour rentrer faire cette démarche-là de façon transparente et ouverte avec son employeur, ce qui n'est pas toujours le cas, ce n'est pas toujours la volonté des salariés. Je pense que très souvent, d'ailleurs, les gens me disent « Non, mais je ne veux pas en parler à mon employeur, je veux le faire tranquillement ». C'est quand même au travail que je me suis fait mal. Pour l'instant, je ne me sens pas tout à fait à l'aise pour
pour le mettre dans la boucle comment dirais-je, ou dans la confidence de mes recherches, de mes explorations. Et puis quelquefois les entreprises nous disent bon, et oui, alors bon, très bien, alors je vais lui dire qu'il utilise son CPF. Et là on lui dit bah non, écoutez, désolé, si c'est le CPF, la personne est tout à fait grande pour faire sa démarche elle-même. Sinon peut-être que vous pourriez quand même un peu contribuer. Peut-être que ça vous appartient aussi de faire quelque chose. Bref, donc des fois c'est des approches comme celle-ci. La fonction publique fait pas mal appel à nous parce que les personnes ne signent pas de rupture conventionnelle pour quitter la fonction publique. Voilà. Qu'est-ce que je peux dire par rapport à ça? La plupart des personnes, pour ne rien vous cacher, ont envie de se reconstruire en dehors de leur entreprise. Et c'est plus facile de se reconstruire en dehors de son entreprise que dedans, pour certains. Ça va dépendre vraiment du métier, du niveau de poste, de la position dans l'entreprise, etc. Oui. Par rapport au développement de ce bilan de compétences spécialisé pour les personnes en burn-out, vous conseillez de le faire à quel stade? C'est-à-dire quand on est dans la remontée. Quand on est très exactement là. Là, vous voyez, hein, ça va mieux. On pleure plus, ou moins. On est moins fatigué. Et on commence à sentir que nos neurones ont envie de retravailler. J'ai beaucoup de gens qui me disent « Ouh là là, ça va être compliqué parce que je n'ai plus de cerveau. » J'arrive plus à réfléchir. J'ai l'impression que j'ai perdu beaucoup de capacités. Je réfléchis plus aussi vite. À une époque, je réfléchissais ultra vite. On répond « Oui, peut-être trop. » Et là maintenant, j'ai l'impression qu'il y a des problèmes. Pour moi, voilà. Alors quelquefois, ça vaut le coup de faire un bilan neuropsychologique. Alors, c'est pas nous qui le faisons, hein. C'est les neuropsys qui vont tester pour voir si. Parce que pour certaines personnes, le burn-out a des séquelles neurologiques. Pour les affections vraiment très graves. Voilà, donc on fait ce travail de reconstruction professionnelle quand le médecin aussi, le médecin du travail, son médecin ou le psychiatre, parce que beaucoup de personnes ont des accompagnements par un psychiatre, psychologique, etc., psychologue, etc. Quand on commence à dire bon, peut-être que c'est le moment d'aller réfléchir à votre projet professionnel maintenant. Si c'est trop tôt, on n'arrive pas à avancer, donc on va s'arrêter, on va arrêter l'accompagnement pour dire bon, on se reverra dans quelques temps. Prenez encore le temps pour vous soigner. Oui? En étant en arrêt de travail, on a besoin d'une autorisation pour lancer un bilan de compétences? Oui. Par le médecin conseil de la sécurité sociale. Mais, non, on ne le voit jamais, ce monsieur, qui souvent est une dame d'ailleurs. Alors, dans les cas de burn-out, c'est un peu particulier parce que quand on fait une demande d'autorisation au médecin conseil, l'employeur est automatiquement averti. Et ça, c'est un problème. Pardon ? Ah, on peut demander à ce qu'il ne soit pas averti. Il y a une case qu'on peut cocher. Ah, alors vous m'apprenez quelque chose. Je vous remercie parce que ça nous pose ça pose problème, ça. Évidemment. On peut demander à ce qu'il ne soit pas averti. Très bien. Donc, désormais, on va demander systématiquement, faire systématiquement la demande d'autorisation. C'est un formulaire. Voilà. Après, les autorisations, elles sont données. Hein.
C'est juste une question d'assurance, je pense, simplement. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Hop. C'est bon, on a encore le temps. Oui. Vous pourriez réexpliciter le temps, le nombre de séances et le temps, c'était indiqué sur vos slides. Ah oui. Pas explicité. Le nombre de séances et le temps. Là. Le nombre de séances, alors dans ma pratique, moi je prévois une dizaine de séances. Des séances qui vont aller de 1h30 à 2h. Espacées, alors ça va dépendre des personnes, de 2 à 3 semaines environ. Une séance tous les 15 jours, c'est pas mal. Plus on avance dans la phase exploratoire des possibles, plus ça va demander de temps un peu périphérique sur la toute fin du parcours d'accompagnement. Voilà. En moyenne, une amplitude de 4 mois à 8 mois. C'est plus long qu'un bilan de compétences parce que ça demande... Il peut y avoir des allers-retours. Voilà. Voilà. Donc il faut être là pour soutenir l'effort. Oui. J'ai commencé un conseil en évolution professionnelle. Est-ce que ce type de bilan pourrait être envisageable pour moi? Je pense que ce que je fais maintenant, c'est peut-être un peu plus par rapport à Un conseil en évolution professionnelle, vous avez 5 heures maximum. C'est très court. Hein. L'objectif du conseil en évolution professionnelle n'est pas celui-là. Hein. Pas plus que de faire un bilan de compétences d'ailleurs. Hein. Donc c'est vraiment axé sur le plan d'action par rapport à la mise en place d'un projet. Donc ça ne suffit pas. Donc c'est peut-être envisageable de se lancer dans un bilan de ce type après un CEP. Oui. Si vous êtes à la PEC, cadre, et que vous avez votre CEP est un CEP de la PEC, je sais qu'à la PEC, ils ont aussi des ateliers. J'espère qu'ils fonctionnent encore, leurs ateliers, hein, en tout cas sur Lyon. Ils font des ateliers spécifiques pour les personnes qui ont vécu des épisodes de souffrance au travail et pour échanger entre eux. Voilà. Alors, j'en fais pas la publicité parce qu'il faudrait repasser par votre conseiller APEC pour savoir s'il y a quelque chose qu'ils font eux en interne. Moi, l'APEC m'adresse des personnes pour des bilans burn-out spécifiques. Ils vont pas jusque-là, eux. Ils sont pas spécialisés. Puis, leur boulot, ils font même pas de bilan de compétences. Donc, leur boulot, c'est le conseil plutôt sur l'orientation et les recherches de changement professionnel et d'emploi. Est-ce que j'ai répondu correctement aux questions Oui, madame. Oui. Autorisé par qui? La société? Oui. Dernièrement, j'ai eu une expertise par la prévoyance pour vérifier en fait mon arrêt. Ouais. Et du coup, c'est une source d'anxiété supplémentaire en fait, de dire peut-être que je ne pourrais pas prendre ce temps nécessaire pour réaliser toutes les réalités financières. Oui.
Alors, pour ce que moi j'en connais, je sais que les médecins conseils de la sécurité sociale sont plutôt prudents avec les personnes par rapport à la nécessité de reprendre. Très souvent, quand même, ils disent, bon, en fonction de l'état dans lequel vous êtes aujourd'hui, alors vous allez être convoqué à un moment donné, mais pour voir si effectivement la personne ne va pas repartir en arrêt. Parce qu'on sait, ils savent que si on ne reprend pas au bon moment, si on reprend le boulot, et si on repart ensuite dans un nouvel arrêt, c'est-à-dire un nouveau burn-out, ça peut être pire après. Donc du coup plus coûteux aussi. Donc pour l'expérience que j'en ai, ce que j'en vois depuis ma petite fenêtre, ils sont un peu plus prudents. Ils sont moins exigeants que pour les personnes qui ont un arrêt, on va dire, de travail pour maladie ordinaire, quoi, ou pour accident de travail, etc. Et puis c'est aussi en lien avec les services de santé au travail, quand même. Quand on est en arrêt de travail, il y a un médecin du travail, c'est aussi avec lui il faut aussi s'appuyer sur le médecin du travail. C'est lui qui va faire les relais aussi. Non, c'est votre médecin traitant qui délivre l'arrêt. Je ne vous entends pas très bien, pardon. Oui. Oui. Et oui. Ouais. Après, c'est vraiment au cas par cas, quoi. Voilà, c'est au cas par cas. Mais si on est en arrêt de travail, il y a un médecin du travail. Donc il faut prendre rendez-vous avec le médecin du travail aussi. On peut le solliciter. Et puis, il y a une cellule aussi avec un psychologue du travail, avec un ergonome. Donc, ce sont des personnes ressources, des professionnels ressources qui doivent pouvoir être sollicités et vous aider. Et aussi à vous expliquer comment ça fonctionne, le dispositif, etc. Comment ça va se passer. Pour préparer une reprise, etc. Oui. Il y avait monsieur derrière vous, vous ne l'avez pas vu, mais il a levé sa petite main juste avant. Parce que le burn-out n'entre pas dans la famille des accidents du travail. Il n'est pas répertorié accident du travail. Cet après-midi, il y a une conférence à 13h30. Qu'est-ce que j'en ai fait? Est-ce que quelqu'un les a, les conférences? C'est pas ça. C'est pas ça? Ça ne doit pas être à 13h30 alors. Une carrière plus longue mais en bonne santé. Alors, oui, ça doit être ça. Ça doit être ça. À 14h45, une carrière plus longue mais en bonne santé. Des solutions face à l'usure professionnelle. Je crois que... C'est marrant parce que je croyais que c'était plus tôt. Bref, je crois que là, il y a tous les partenaires de la santé au travail. Donc des personnes à qui on doit pouvoir poser les questions, justement, des questions plus d'ordre légal, les dispositifs, etc., les aides, etc. Je ne vois pas les participants, mais je vous le rends, c'est à vous que je l'ai pris. Bonjour. Ça fait combien de temps que ce dispositif existe, c'est-à-dire les bilans spécialisés dans le burn-out, par rapport à un bilan traditionnel? Est-ce qu'on a un retour dessus? Est-ce que c'est bénéfique? Alors, chez nous, parce que moi je vous parle de notre pratique CIBC, je pense qu'on a été assez, par rapport aux prestataires bilan de compétences, parmi les premiers à réfléchir à cette mise en place. Nous, on a commencé à le développer vraiment juste après la période Covid. On y a réfléchi très clairement pendant cette période un peu particulière où là,
ça valsait de tous les côtés. Et là, on l'a mis en place vraiment très objectivement fin 2020. Donc le retour qu'on a depuis